Patrick Artus, bonjour. Bonjour. Patrick Artus, nous allons connaître en 2013 très probablement la troisième année de récession en 6 ans. Une grosse partie du tissu de PME n'en peut plus. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable d'alléger les mesures d'austérité et de repousser un petit peu dans le temps les mesures de réduction du déficit? Oui, d'abord on le fait. Je crois qu'on voit bien que la Commission est en train d'accepter dans beaucoup de pays, la France, la Belgique, les Pays-Bas, ce qui est quand même assez étonnant, l'Espagne, que les déficits soient réduits plus lentement. Je crois que ça procède du fait que tout le monde comprend maintenant, c'est un débat un peu technique, mais qui est maintenant tranché, que ce qu'on appelle le multiplicateur budgétaire est élevé, c'est-à-dire que l'effet de la réduction des déficits sur l'activité est très fort, et que dans cette situation-là, la seule solution raisonnable, c'est d'étaler dans le temps la réduction des déficits. La grande difficulté, et d'ailleurs c'est quelque chose que réussissent bien d'autres pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, c'est d'être capable de réduire doucement les déficits tout en restant crédible budgétairement, tout en continuant à passer le message qu'à moyen terme, il y aura rééquilibrage des finances publiques. Parce que si on ne le fait pas, évidemment, les marchés financiers vont réagir négativement. Pour l'instant, un pays comme la France y arrive assez bien, puisqu'effectivement, on va faire en 2 ans ce qu'on devait faire en 1 an, absolument sans aucune réaction sur les taux d'intérêt. Donc je crois que c'est ce couple-là qu'il faut avoir. Y aller plus doucement, mais faire très attention à l'ancrage de long terme de ce qu'on raconte sur les budgets. Alors, il y a des voix dans le monde politique, et bien entendu, plus particulièrement à gauche, qui disent que la situation est tellement grave qu'il faut soutenir la croissance. Peut-on soutenir la croissance et par quelle mesure ? Alors on sait depuis quelques jours que Rogoff et Reinhardt ont fait des calculs qui étaient faux, mais je crois qu'il ne faut pas exagérer la portée de cette découverte. Donc 90% de déficit, c'est pas dramatique. Mais ça aurait été trop beau qu'il y ait un chiffre miracle. D'ailleurs, on aime bien les chiffres miracles. Oui, les Japonais sont à 240, donc les chiffres miracles, évidemment, n'existent pas. Non, je crois quand même qu'on sait qu'à un certain moment, les taux d'endettement public très élevés ont des effets extraordinairement pervers. Regardez l'Italie depuis 20 ans, baisse des dépenses de recherche-développement, baisse des dépenses d'éducation, baisse des dépenses d'infrastructure. Et donc on finit avec de mauvaises universités, des problèmes d'infrastructure, un problème d'innovation. Et donc il ne faut pas augmenter les taux d'endettement. Donc la piste, il me semble, et je crois qu'il y a un assez grand consensus là-dessus, c'est de dire que la marge de relance, elle n'est pas dans les budgets des États, elle est dans les budgets de l'Europe. L'Europe, globalement, a une marge d'endettement, de financement par ses fonds, directement, par la BEI. Simplement, on sait que ceci est totalement rejeté pour l'instant comme piste par les pays du Nord. On a vu le débat sur le budget de l'UE. Mais il y a très clairement une grosse marge d'investissement européen et intelligent. Il ne s'agit pas de couler du béton comme les Japonais. Du côté des politiques d'investissement, pas du côté des politiques de la demande. Oui, non. Alors, la politique de la demande, on sait très bien que dans la plupart des pays, il y a une très grande déficience de l'offre. Si on relance la demande, on va simplement relancer les importations. On l'a expérimenté, on ne sait pas combien de fois. Non, l'idée, c'est de financer des politiques intelligentes d'investissement. On sait par exemple qu'il y a des gros problèmes sur les ports. On a des ports en Europe, mais pas avec les connexions avec l'intérieur qui seraient nécessaires pour que les ports marchent bien. Il y a des problèmes d'interconnexion électrique. Il y a plein de choses. Il y a des choses à faire dans le numérique, il y a plein d'investissements intelligents. On pourrait lancer une grande stratégie d'investissement européenne. Oui, mais on ne veut pas. On veut pas. Mais on pourrait, et ça serait des investissements rentables. Alors, je vous lis attentivement les flash économies, et je lis cette note vers un leadership accru et incontestable de l'Allemagne dans la zone euro. Est-ce qu'on en est vraiment là, et quelles conséquences faut-il en tirer pour la France ? Je crois qu'il y a un débat qui est important, d'ailleurs, même pour nos politiques économiques, c'est de savoir si à un certain moment, les Européens auront la capacité d'influencer les choix allemands. C'est un débat qui est très important, il me semble, aujourd'hui au gouvernement ou dans les milieux parlementaires en France. Est-ce que nous aurons la capacité de demander aux Allemands de renoncer à un certain nombre de leurs choix idéologiques ? Le plus important, évidemment, c'est leur choix sur le budget, c'est-à-dire l'équilibre budgétaire. Aussi, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire leur choix implicite sur l'absence de relance européenne. Est-ce qu'on sera en position de force vis-à-vis de l'Allemagne pour faire cela ? Y a-t-il un rapport de force ? Voilà. Alors, il y a 2 positions à prendre. Il y a celle qui consiste à dire les Allemands devront sauver le reste de l'Europe qui va trop mal. J'ai un peu de doute, d'autant plus que les Allemands ont maintenant une croissance c'est un processus lent, mais qui se décorrèle quand même de la croissance européenne. Le commerce extérieur allemand bascule vers le grand large. C'est 65% maintenant d'exportation vers d'autres pays que la zone euro. Et cette proportion augmente.
Et d'un autre côté, on se dit que c'est quand même très difficile pour les autres pays d'aller voir les Allemands qui n'ont pas besoin de financement, pas de déséquilibre, une technologie supérieure et de leur dire, écoutez, ce ne sont pas vos choix qui vont primer. Il me semble qu'il y a une robustesse financière et économique de l'Allemagne qui va rendre extrêmement difficile la négociation. Donc l'idée, c'est peut-être de dire au gouvernement, peut-être au gouvernement français, faites attention, vous aurez énormément de mal à changer les a priori idéologiques des Allemands. Alors on est dans cette situation de domination et de leadership allemand. On est aussi dans une situation de concurrence fiscale et sociale menée par l'Allemagne, développée aussi désormais par le Royaume-Uni. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas d'autre solution que de rentrer dans cette compétition du moins-disant fiscal et social ? Alors c'est complètement désolant parce que c'est un équilibre qui est complètement non coopératif, comme diraient les économistes. On sait d'ailleurs par la littérature sur ces sujets que s'il n'y a aucune coordination des impôts sur le capital, par exemple, le taux d'imposition va jusqu'à 0, parce qu'on ne peut plus taxer le capital, ce qui est évidemment complètement inefficace. Mais malheureusement, on sait que les Allemands sont rentrés dans cette logique, les Irlandais depuis longtemps, et les Anglais, je crois que c'est très important de voir ce que la politique économique de l'Angleterre, qui est d'ailleurs tout à fait clairement décrite par le gouvernement anglais, c'est une politique où on veut avoir la fiscalité sur les entreprises la plus compétitive d'Europe, avoir des marchés de travail extrêmement flexibles, des coûts salariaux faibles. Les Espagnols ont considérablement baissé leurs coûts salariaux. Il y a plein d'entreprises françaises en ce moment qui se posent très sérieusement la question de la délocalisation en Espagne. Et donc, on peut résister en disant ceci n'est pas correct, ceci n'est pas efficace. Malheureusement, c'est ça qui se produit. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à notre compétitivité. Et on sait très bien que le seul instrument qu'on aura, c'est une grande réforme fiscale qui allégera la partie de la protection sociale qui est financée par une taxation des salaires. Donc on est dans une union d'États, dans une union non coopérative. Pas d'alternative. Est-ce que la seule autre alternative, c'est la sortie de la zone euro ? On est dans, oui, enfin, on sait très bien, d'ailleurs, ça a été théorisé depuis longtemps, que la zone euro est un animal très particulier, où il n'y a qu'une seule chose qui est coopérée et coopérative, c'est la monnaie, et que pour le reste, il faut être capable de faire ce qu'on appelle des dévaluations internes, c'est-à-dire de corriger ses coûts de production. Et on voit bien que ceci n'est pas en train de s'améliorer. Et qu'en plus, cette correction des coûts de production se fait d'autant plus facilement qu'on est dans des pays où les prix sont flexibles. Parce que les salaires, ce n'est pas tout. Si vous avez des salaires plus bas, regardez par exemple l'Italie en ce moment, mais parce que les marchés du travail marchent plutôt bien, mais que les marchés des biens ne marchent pas et que les prix ne s'ajustent pas, vous n'avez pas non plus un ajustement qui vous rend votre compétitivité. Ce n'est pas les salaires qui comptent, c'est les prix. Donc on a deux grandes difficultés. Des coûts salariaux trop élevés dans un certain nombre de pays et la grande rigidité des prix qui fait qu'on n'arrive pas à faire cet ajustement interne qui redonne de la compétitivité. Donc, une Union européenne qui est devenue une zone de compétition interne, oui. Qui est dominée par la compétition interne. Patrick Artus, merci.